Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du miel. Le miel, on l'utilise souvent comme un simple produit sucrant. Or, c'est bien plus que ça. Selon beaucoup de traditions, de cultures, de visions anciennes, c'est une médecine, c'est aussi un vecteur, voire un lien entre les mondes. Donc on va voir ça ensemble, on va voir comment il était utilisé traditionnellement. Je vais aussi vous expliquer qu'est-ce qu'on trouve dans le miel aujourd'hui et comment l'utiliser, parce qu'il faut savoir que le miel ne doit jamais être chauffé pour différentes raisons. Et puis concernant ce fameux mythe autour de est-ce qu'on peut utiliser une cuillère en métal ou pas avec, eh bien c'est ce qu'on verra aussi à la fin de cet épisode. Alors pour commencer, ce qui est particulièrement frappant concernant le miel, mais aussi d'autres médecines en général, c'est que beaucoup de peuples l'utilisent de manière assez similaire, avec la même intention, la même vision, même s'ils sont géographiquement très éloignés. Le premier peuple qui me vient, c'est celui des Arhuacos, qui est le peuple gardien de la Sierra Nevada en Colombie. Chez eux, le miel est tout sauf un simple produit, c'est une médecine et c'est justement cette médecine qui fait le lien entre la terre, entre les plantes, les humains, mais aussi le monde de l'esprit. Et pour eux, le miel est considéré comme une mémoire vivante de la montagne, c'est ce qui porte l'information de leur territoire, et ils l'utilisent pour les soins du corps, de l'âme, mais également pour les blessures, pour les infections. Ils préparent aussi des concentrés spécifiques pour mettre des gouttes dans l'œil, qui est une médecine qui ressemble énormément à Sananga, qui est une médecine chamanique d'Amérique latine, qui a pour but de clarifier la vision, de aussi clarifier la vision subtile, notamment le troisième œil, mais bien sûr aussi aller soigner, réparer la vision, l'œil ou tous les troubles oculaires qu'on pourrait avoir. Mais aussi et surtout, le miel est toujours utilisé dans un contexte spécifique, avec un rituel, non pas qu'on minimise bien sûr l'aspect thérapeutique du miel, au contraire, mais c'est comme si tous ces principes actifs étaient révélés, étaient activés grâce à la prière, grâce au respect et la sagesse avec laquelle on l'utilise. Alors les Arhuacos utilisent spécifiquement le miel des abeilles qu'on appelle Angelita, qu'on pourrait lire en français Angelita ou petit ange, mais elles font partie de la famille des Melipona, qui sont des abeilles qu'on retrouve beaucoup en Amérique latine et qui sont dans de nombreuses cultures amazoniennes et mésoaméricaines. Et leur miel est très différent de celui qu'on connaît, il est souvent plus liquide, plus acide, il est aussi plus riche en composés bioactifs. Et là aussi, on va retrouver le même usage pour les yeux, pour les infections, pour des rituels de guérison et aussi pour la fertilité. Beaucoup de femmes parfois voyagent jusqu'en Amérique latine pour recevoir des soins spécifiques avec cette médecine qui est souvent donc réservée aux chamans, aux curandero, aux curanderas de ces terres. Maintenant, si on change de continent et qu'on va en Inde, eh bien 5000 ans avant Jésus-Christ, là où la médecine vraiment traditionnelle était l'Ayurveda, eh bien le miel s'appelait Madhu, on l'appelle encore aujourd'hui Madhu en Ayurveda. Il est classé comme un yogavai, c'est en fait une substance qui est capable de diriger et d'amplifier l'action des plantes, ça veut dire qu'on l'utilise avant tout comme support, c'est vraiment un amplificateur. Et ses actions principales, elles sont à la fois digestives, expectorantes, antimicrobiennes, détoxifiantes des amas, ça veut dire des toxines. Et il y a des règles très strictes en Ayurveda concernant l'usage du miel. Tout d'abord, le miel doit toujours être cru, jamais chauffé. Il doit être utilisé en petite quantité parce que c'est une médecine. Et il ne doit jamais être mélangé à parts égales avec du ghee. Alors le ghee, c'est ce beurre clarifié, je vous en ai parlé ce week-end quand je vous ai parlé de l'air fryer et que je vous parlais des différentes huiles de cuisson et je vous disais que les huiles saturées en petite quantité sont les meilleures pour tout ce qui concerne les cuissons, surtout à haute température. Et le ghee, c'est ce beurre clarifié qui est une véritable médecine. Je vous disais par exemple qu'en Amérique latine, on va utiliser du miel pour en mettre dans les yeux, pour venir apporter des soins. Eh bien, c'est quelque chose qu'on fait en Ayurveda, mais avec du ghee, c'est-à-dire ce beurre, d'accord? Parce que les vaches sont considérées comme des animaux sacrés, et donc leur lait et leur beurre sont des médecines très puissantes selon la vision indienne. Et en fait, pour eux, le miel et le ghee sont des médecines qui sont sacrées, mais qui ont des actions complètement opposées. En fait, d'un côté, on va utiliser le miel pour nettoyer, pour assécher, pour mobiliser, remettre du mouvement au niveau énergétique, alors que le ghee, lui, va nourrir, va lubrifier, va reconstruire. Donc quand on les utilise à part égale, c'est comme si on demandait à notre corps d'aller dans deux directions différentes. Et ça, c'est important de comprendre. Je dis souvent que peu importe le remède qu'on prend, même si on prend une plante par exemple, je vais prendre l'exemple du désomodium qui a une action surtout sur le plan hépatique, c'est-à-dire au niveau du foie, eh bien c'est comme si on demandait à l'énergie de notre corps de se diriger surtout dans cette zone-là pour venir protéger, pour venir régénérer. En l'occurrence, le désomodium est une plante qui est comme un pansement hépatique, c'est un protecteur. Donc on va demander à l'énergie du corps de se concentrer sur cette action-là.
Donc quand on prend trop de remèdes en même temps, quand on prend trop de suppléments, trop de plantes avec des informations spécifiques, surtout quand on prend des remèdes aussi puissants, là en l'occurrence que le miel ou le ghee, eh bien en fait ça donne deux informations contraires. C'est comme si on disait oui et non en même temps. Donc ça, les médecins ayurvédiques l'avaient très bien compris et ils disaient que si on les utilisait à parts égales, eh ben ça perturbait le feu digestif, donc ça veut dire qu'on allait moins bien digérer, mais surtout que ça allait être un gros pourvoyeur de toxines. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le ghee c'est du gras, le miel c'est du sucre, donc c'est quand même ce qui ressemble beaucoup à notre alimentation moderne aujourd'hui quand on regarde juste l'aspect macronutriments, donc lipides et glucides, et c'est ce qui voilà, crée des toxines, crée de la prise de gras et crée donc des troubles aussi potentiellement métaboliques. Donc l'idée, c'est pas que le mélange est interdit, mais c'est l'égalité des portions qui, lui, était vraiment interdit selon la vision indienne. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le chauffer? Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre, parce que je vois beaucoup de gens encore aujourd'hui mettre du miel dans leur gâteau, mettre du miel dans leur tisane, dans leur thé, etc., alors que c'est vraiment déconseillé. Tout d'abord parce que le miel, c'est une substance vivante. C'est une substance qui est très riche en enzymes actives, en antioxydants, qui sont donc fragiles à la chaleur. Et il y a aussi des composés antibactériens naturels dans le miel qui vont être détruits dès qu'on le chauffe. Donc en général, cette destruction, ça se passe en fait dès 40-45 degrés. On va vraiment avoir tout qui baisse, voire qui disparaît. Et surtout, quand le miel est chauffé, il forme une toxine qui s'appelle hydroxyméthylfurfural, qu'on appelle aussi HMF, qui est donc un composé issu de la dégradation des sucres du miel chauffé. C'est pro-oxydant, pro-inflammatoire et en général un miel de mauvaise qualité en contient. C'est tous les miels qu'on trouve dans nos grandes surfaces qui sont chauffés, c'est-à-dire qu'un miel devrait toujours être vendu avec la mention cru ou non chauffé. Sinon, on retrouve en fait ces molécules-là. Alors c'est sûr qu'il n'y a rien de toxique, de mortel ou de choses qui nous rendent malades, évidemment, parce que c'est des petites quantités. Mais néanmoins, à force, c'est toujours l'effet cumulatif le problème. Donc pour l'éviter, on évite les miels industriels, on évite de mettre son miel dans du thé brûlant, dans des tisanes, dans du lait chaud, dans des gâteaux ou autres recettes. On évite également de cuire avec du miel, par exemple si vous faites parfois des recettes poulet, thym, citron, miel, génial, mais dans ce cas vous mettez votre miel accru une fois que votre plat est servi à table et pas directement dans la casserole. Mais si malgré tout ça, vous voulez quand même mettre du miel dans vos boissons, eh bien attendez qu'elles aient refroidi. Normalement, on ne devrait jamais boire des boissons très chaudes. Alors bien sûr, tout est une question de degrés, évidemment, mais quand on chauffe des eaux à 80-90 degrés et qu'on boit ça directement, c'est très néfaste pour les muqueuses de notre œsophage. Donc attention à ça, laissez refroidir et préférez plutôt que vos boissons atteignent 40-45 degrés avant d'y ajouter du miel. Maintenant, pour continuer mon petit tour d'horizon du miel dans le monde, eh bien, même au niveau de l'Égypte ancienne, en fait, on appelait le miel les larmes du dieu Ra. C'était pour eux une substance divine qui était une substance de régénération qu'on utilisait pour les plaies, pour les brûlures déjà à l'époque, pour les infections, pour les soins oculaires. On retrouve encore beaucoup la médecine pour les yeux à ce niveau-là, pour l'embaumement et la fertilité. Et d'ailleurs, le miel était même parfois considéré bien plus précieux que l'or. Dans la Grèce antique, bien sûr aussi, on retrouve l'usage du miel, notamment par Hippocrate, qui décrit son utilisation contre la fièvre, les blessures, les troubles digestifs. Pour lui, c'était aussi une médecine de longévité. Et il la voyait comme un équilibrant des humeurs, un réparateur des tissus, un soutien de la vitalité aussi. Et enfin, en médecine chinoise, le miel était également utilisé. Alors dans la médecine chinoise, il y a vraiment cette corrélation qui est faite entre les saveurs et les organes. Donc le miel était bien sûr considéré comme ayant une saveur douce qui était bénéfique pour la rate, parce que la rate, l'estomac, le pancréas, ce sont des organes qui sont nourris par l'énergie douce. Mais comme on dit toujours aussi en médecine chinoise, l'excès d'une saveur peut tuer l'organe. Donc l'excès de sucre est mauvais pour ces organes-là, mais en petite quantité, c'est nourrissant, c'est réparateur. Et on l'utilisait aussi quand il y avait des problèmes de toux, notamment des toux sèches, en cas de constipation aussi, et comme support, encore une fois, pour les plantes médicinales, comme on le retrouvait en fait en Ayurveda. Quoi qu'il arrive, on voyait le miel comme un tonifiant, mais un tonifiant doux qui n'agressait pas. C'était un revitalisant en fait, mais il était donné vraiment selon le profil de la personne. Ça, c'est quelque chose qui était très intégré dans les visions anciennes. Chaque médecine était choisie non pas selon ses vertus, mais pour sa potentielle correspondance avec le profil de la personne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans certaines religions, on parle aussi du miel, notamment dans le Coran. C'est là aussi, pour eux, une médecine prophétique qui est citée comme une médecine guérisseuse.
Et pour citer le Coran, il est dit dans leur ventre, pour parler des abeilles, sort une boisson couleur variée, dans laquelle il y a une guérison pour les hommes. Et elle est notamment conseillée pour la digestion, l'immunité, la cicatrisation. Et il y a toujours ce lien, ce support qu'est le miel pour des plantes. Pour eux, en fait, dans le Coran en tout cas, c'est un don direct de Dieu et ce n'est absolument pas un simple aliment ou un simple sucrant. Donc ce qui est vraiment intéressant de noter, c'est que selon toutes ces traditions, le miel a toujours été vu comme une médecine, comme une substance vivante, et que c'était une très grande médecine, non pas que pour un symptôme, mais pour le terrain de la personne. Alors maintenant, voyons de plus près quelle est la composition biochimique du miel. Donc déjà, environ 75 à 80%, c'est du sucre. C'est souvent plus de fructose que de glucose, mais c'est un mélange de fructose et de glucose. Il y a 15 à 18% d'eau en général selon les miels. Vous retrouvez toujours, donc, comme je disais précédemment, des enzymes, des acides organiques, des polyphénols qui sont des antioxydants, mais aussi d'autres types d'antioxydants, et des oligo-éléments qui sont d'ailleurs très bien assimilés par l'organisme. D'ailleurs, il est intéressant de savoir que le miel passe très vite dans le sang. C'est pourquoi, en fait, c'est souvent un super aliment que je recommande aux sportifs, notamment aux sportifs d'endurance, donc tout ce qui est marathon, trail, hyper-trail, etc., pour plusieurs raisons. La première, c'est que grâce à sa richesse en oligo-éléments et en sucre, il va tout de suite apporter ce dont a besoin un coureur, sans fatiguer le système digestif, sans en fait avoir à passer par tout le système digestif. Et c'est nécessaire parce que quand on court, notamment quand on fait ce type de sport, eh bien notre sang est surtout dirigé vers les membres, vers les muscles, et ça crée des hypoxies au niveau digestif. Ça crée d'ailleurs parfois même des gros problèmes digestifs pour ces sportifs-là. Mais ils ont besoin en fait d'avoir quelque chose qui est très rapidement assimilé. Donc moi je parle toujours du plasma de Quinton, qui est de l'eau de mer purifiée, riche en oligo-éléments, et du miel. Et le combo des deux pour les sportifs, c'est incroyable et c'est bien plus sain que les gels ou les produits ultra transformés qui sont vendus à la base pour ces sportifs-là. Voilà. Maintenant, quand il s'agit d'acheter son miel, il faut être extrêmement vigilant. Et là, sincèrement, si vous connaissez des personnes qui consomment du miel industriel, faites-leur écouter cet épisode. Il est important qu'on par nos choix, par notre connaissance, on soit très vigilant à ce qu'on achète. Il faut savoir que 30 à 50% du miel vendu dans le monde est frauduleux. En fait, malheureusement, en plus, l'Union européenne est l'un des marchés les plus concernés par cette fraude. Et ça se passe à cause d'importations massives de faux miel qui vient de Chine, qui vient d'Amérique du Sud, qui vient d'Europe de l'Est. C'est souvent des miels qui sont des mélanges entre des miels d'Europe et des miels d'ailleurs. Et là, clairement, d'ailleurs, quand c'est indiqué ça sur les packaging, bah, c'est un signe. Et c'est d'ailleurs ce problème-là, c'est l'une des fraudes alimentaires les plus massives au monde. Alors, ces faux miels, en fait, ils sont faits à base de sirop glucose-fructose, de sirop de riz, de sirop de blé, de sirop de betterave, ou alors parfois c'est ce qu'on appelle le HFCS, c'est-à-dire du sirop de maïs très riche en sucre, notamment en fructose. Donc c'est des sirops en fait qui sont ultra bon marché, qui sont indétectables en fait, c'est-à-dire que quand on fait des tests, ben, on ne se rend pas compte qu'ils sont présents. Et chimiquement, ça ressemble beaucoup au miel parce que c'est ce mélange de glucose-fructose. Ce qu'on sait aussi dans ces fraudes-là, c'est que parfois on va avoir des miels où il n'y a pas forcément des sirops, mais par contre on a nourri les abeilles non pas avec des fleurs et avec en les laissant faire leur petit travail de pollinisation, mais plutôt en les nourrissant massivement avec du sucre. Les récoltes souvent sont faites trop tôt. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve avec un miel pauvre, sans polyphénol, sans tous les nutriments dont je vous ai parlé précédemment. Là, on est clairement sur quelque chose qui est un liquide sucré, voilà, mais il n'y a pas du tout le reste. Et puis en plus, c'est aussi maltraitant pour les abeilles. Alors en tant que consommateur, comment savoir quel miel consommer? Donc il faut savoir qu'il y a des tests qui sont souvent partagés sur les réseaux sociaux ou sur Internet, notamment le test du feu, du papier, de l'eau, mais ce n'est pas des tests fiables. Donc voici les vrais indicateurs vous permettant de savoir si votre miel est de qualité ou non. Les choses à fuir, à éviter, c'est quand sur le packaging, il est écrit mélange de miel UE hors UE. Ça, c'est un signe. Si l'origine n'est pas spécifiée, si votre miel aussi est très peu cher, en dessous de 8-10 euros en général, c'est plutôt un miel de mauvaise qualité. Et aussi si le miel est très liquide. Alors il faut savoir qu'il y a naturellement, comme le miel d'acacia, des miels qui sont très riches en fructose, plus en fructose qu'en glucose, et ils sont donc très liquides. On pourrait avoir tendance à croire que c'est mieux, parce que du coup, vu que c'est du fructose, l'index glycémique est plus bas.
Or, si vous avez bien compris ce que je disais précédemment, le miel n'est pas forcément un aliment, c'est pas quelque chose qu'on va consommer quotidiennement, c'est plus une médecine. Et quand on prend ce type d'aliment en dehors des repas, là où il n'y a pas de fibres, eh bien en fait ce fructose va être assimilé très rapidement. Et cette assimilation rapide du fructose est très néfaste pour le foie. C'est la meilleure manière de faire un foie gras. Encore une fois, tout est une question de quantité. C'est exactement le même discours d'ailleurs pour le sirop d'agave. Beaucoup de personnes qui mettent du sirop d'agave, qui n'est que du fructose quasiment, dans leur thé, en fait c'est une dose de fructose massive qui arrive dans le sang et qui doit être gérée par le foie, et ça lui est très néfaste. Donc pour moi, j'ai plus tendance à choisir des miels qui cristallisent. Ça, c'est un très bon signe. C'est quand vous avez un miel qui est un peu dur, qui est cristallisé, vous savez que c'est naturel. Vous avez toujours l'origine précise du miel qui est indiquée sur le packaging. Parfois, il y a même l'apiculteur qui est identifié. Vous avez le type de récolte et le terroir qui est indiqué. Et encore mieux, et pour moi c'est fondamental, il est indiqué la mention crue ou non chauffée. Donc c'est pourquoi, encore une fois, un miel de bonne qualité, c'est un produit qui coûte cher, qui coûte plus de 10 euros bien souvent, et c'est normal parce que c'est une médecine, ce n'est pas un aliment classique. Et puis, si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin, parce que parfois quand vous allez dans des hôtels ou ailleurs, on vous sert du miel dans des pots en verre, mais vous n'avez pas du tout en fait le packaging, eh bien sachez que si c'est très sucré, si le goût est plat, si c'est très liquide, s'il n'y a pas de longueur en bouche, eh bien vous êtes certainement sur un faux miel, alors que le vrai miel, il a des saveurs qui sont plus complexes, il peut être parfois amer, parfois acide, parfois floral. Il a cette longueur aromatique et puis vous allez avoir une texture qui parfois peut avoir des petits grains parce que ça a été cristallisé, il peut être plus ou moins épais et là c'est aussi clairement signe que vous êtes face à un vrai miel. Maintenant, le miel est quand même à déconseiller chez certaines personnes, notamment pour les diabétiques évidemment, parce que ça reste quand même une substance très sucrée et qui va générer des pics glycémiques. Alors bien sûr, comme je disais précédemment, ceux riches en fructose ont un index glycémique plus bas. Donc il y a l'acacia, il y a le miel de sapin, le miel de châtaignier aussi. Mais globalement, ça reste souvent trop sucré pour des personnes diabétiques, pour des personnes, quoi qu'il arrive, qui ont des troubles de la glycémie ou une résistance à l'insuline. On va être vigilant aussi à ne pas en consommer ou en très petite quantité quand il y a des maladies infectieuses parce que notre système immunitaire est très sollicité et il faut savoir que le sucre va endormir nos globules blancs jusqu'à 2 heures après consommation. Ça, c'est des choses qui sont hyper intéressantes à voir au microscope. On voit qu'ils sont comme un peu sonnés en fait, nos globules blancs. Donc c'est pourquoi d'ailleurs quand on est malade, il faut absolument éviter ce qui va générer du mucus. Comme je vous le disais hier, c'est surtout le gluten moderne, les blés modernes, et les produits laitiers, notamment de vache, surtout ce qui est lait et yaourt, les produits froids aussi. Et on va éviter le sucre sous toutes ses formes, et le miel peut en faire partie. Disons que moi, ce que j'ai tendance à faire quand je suis malade, c'est que j'évite tous ces aliments que je viens de citer, et le miel, je le prends comme une médecine pour y mettre mes huiles essentielles dessus, et comme support en fait de ces médecines-là. Mais voilà, c'est important en tout cas d'y être vigilant et de savoir cet effet sur les globules blancs. Et puis enfin, sur le plan digestif, évidemment, dans des cas de dysbiose, s'il y a une candidose digestive, hein, une surprésence de candida albicans, qu'on a tendance à faire des mycoses régulièrement, etc., avec un terrain fongique, eh bien, on va éviter d'apporter du sucre parce que ça peut nourrir ces parasites ou ces champignons-là. Et puis, quoi qu'il arrive, on ne va jamais donner du miel à un enfant de moins d'1 an parce qu'il y a un très gros risque de botulisme chez le nourrisson. Donc vous l'aurez compris, le miel est avant tout quelque chose qu'on utilise pour ses vertus thérapeutiques plus que comme un aliment. On y pensera d'ailleurs quand on a des problèmes ORL, quand on a une gorge irritée, de la toux. On va surtout privilégier le miel de thym. Ce miel-là est aussi d'ailleurs très bon pour tout ce qui est problème de peau, cicatrisation, pour des brûlures également. Le miel de Manuka, dans ce contexte-là, est aussi très bien étudié. Et puis, pour ma part, j'ai un jour eu une vision très claire sur le fait que le miel venait cicatriser les blessures physiques et psychiques, notamment les blessures émotionnelles. Donc, je vous ai parlé il y a quelques temps de la Vision Quest que j'avais faite, notamment dans l'épisode sur l'engagement sacré que j'ai posté il y a une semaine. Et j'ai fait aussi une Vision Quest où j'ai diété le miel pendant 4 jours, c'est-à-dire que je prenais une petite cuillère tous les 3 heures. Alors on n'est pas du tout dans quelque chose pour le corps, on est vraiment dans quelque chose pour l'âme. Et là c'était pour panser mes plaies psychiques et émotionnelles et ça a été incroyable aussi pour moi que de diéter cette médecine-là. Voilà.
Et je ne pourrais pas terminer cet épisode sans parler de ce fameux mythe ou peut-être réalité autour de la cuillère en métal. Alors est-ce que c'est ok ou pas? Alors moi j'ai souvent cru que c'était en effet quelque chose à respecter, mais en réalité en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'était surtout en lien avec la vaisselle qu'on utilisait à l'époque, qu'elle soit en cuivre ou en argent, ça pouvait en effet créer une réaction d'oxydation, donc altérer la teneur en antioxydants du miel, voire altérer aussi sa teneur en enzymes. Mais on sait aujourd'hui qu'une cuillère en inox n'a pas d'impact sur ces enzymes ou ces antioxydants. Ce qui va être plus problématique, c'est les contenants en métal. Donc concrètement, tout ce qui est cuillère en bois, en céramique, même en inox, c'est complètement ok. Mais par contre, pour le pot, on choisira du verre et jamais du métal. Voilà, vous savez tout sur le miel aujourd'hui. J'espère que ça vous permettra d'utiliser avec plus de conscience, plus de respect pour cette médecine-là. C'est quand c'est fait correctement, quand c'est fait avec respect pour les abeilles, c'est extrêmement aussi bénéfique pour notre écosystème. Alors voilà, je vous souhaite une bonne dégustation en conscience de votre miel. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, merci de le partager, de le noter, de me laisser un commentaire. Et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. À très vite.